finalement, la réponse, c'est le lecteur. Seulement qui a la réponse. Hein. Et c'est ce que Maxime, du coup, aussi... parce que ce qui est vraiment passionnant dans le livre de Maxime Decouz, c'est que, effectivement, il parle de littérature policière, en effet, donc Agatha Christie, donc Sherlock Holmes, Conan Doyle, mais vous parlez beaucoup de Georges Perec, de Enrique Villa-Matas, de Borges, au fond d'Alain Robbe-Grillet, de nouveaux romans. Donc, au fond, plutôt la question de l'énigme, en fait. C'est exactement ce que vous expliquez. Finalement, le roman, ce qu'on appelle le roman énigme traditionnel, c'est un mystère initial et le récit, c'est l'enquête du policier et comment il va génialement découvrir la vérité. C'est un genre qui fait triompher les certitudes et le savoir. C'est un genre qui, justement, lave les mystères, les nettoie, remet le monde en ordre. Et les écrivains du XXe siècle qui reprennent ce genre, justement, cherchent à faire autre chose, à inquiéter, à pluraliser le sens. Alain Robbe-Grillet, Michel Butor, Georges Perec, tous reprennent cette structure policière pour la faire dérailler, pour que le texte ne marche pas vers le savoir, il marche plutôt vers le mystère, la pluralité des sens, et si bien qu'on a même pas mal de textes qui ne donnent pas de solution à la fin, dans lesquels on ne sait pas qui a commis le meurtre ou le vol, etc. La clé n'est pas donnée. On peut penser à un texte comme, alors là c'est un petit peu différent, mais c'est assez révélateur, Les Gommes d'Alain Robbe-Grillet, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont lu, mais dans Les Gommes, qui est une réécriture de Diproy. Le Diproy étant considéré à partir du XXe siècle comme l'ancêtre du roman policier, un roman policier dans lequel en fait l'enquêteur se découvre à la fin coupable. Oedipe, c'est celui qui mène l'enquête pour savoir qui a tué le roi, et il découvre finalement que c'est lui. Donc c'est une situation extrêmement tragique et terrifiante dont le roman policier joue énormément. Et dans Les Gommes, Robbe-Grillet franchit un pas de plus, puisque un personnage qui s'appelle Dupont, on considère qu'il est mort. En fait, il a simplement mis en scène sa disparition, et on confie l'enquête à quelqu'un qui s'appelle Wallace. Il va enquêter, c'est un amateur qui s'en sort pas très bien. Souvent, c'est des enquêteurs qui sont pas très efficaces. Et à la fin, il croit découvrir le meurtrier. Il sort son arme, il l'abat, et en fait, il abat Dupont en personne. Et ce qui explique donc, le roman, c'est que ce n'est plus comme Oedipe. Oedipe découvre en enquêtant qu'il est coupable. Wallace, lui, devient coupable en enquêtant. C'est autrement grave. C'est-à-dire que c'est l'enquête elle-même qui produit la culpabilité sur laquelle on enquêtait au départ. Et c'est un peu ce qui se passe avec Javier Cercas quand il enquête sur Enrique Marco. Alors, justement, pour poursuivre sur ça, au fond, on parle aussi de la littérature et d'histoire de la littérature. Et en fait, ce que vous dites aussi, alors je voudrais lire un petit passage du livre parce que c'est vraiment intéressant, c'est qu'au fond, c'est aussi une certaine modernité littéraire qui a été aussi la crise du moi, de l'identité, et qui a fait ce basculement où la littérature est devenue une littérature plus d'enquête. Alors je vais vous lire rapidement. Après l'apothéose à l'ère romantique du génie et de son identité singulière, la littérature fin du siècle ne croit plus en son magistère. Le moi unitaire, garant de la connaissance, s'effrite, voire s'effondre. Cette inquiétude est le point de départ d'une attention redoublée aux imposteurs, à ceux qui, créant des fictions, déstabilisent toute certitude identitaire et agrandissent leur être vers ce qu'ils ne sont pas. Et j'ai l'impression que c'est un peu le processus psychologique également. Est-ce que vous-même, vous avez à l'origine de l'imposteur? Parce que vous dites, Javier Cercas au début, c'est pour ça que je parlais de raisons personnelles, explique que les raisons qui le poussent à écrire ce livre, il y a quelque chose de très personnel, et il dit qu'il a terminé un livre du réel, qu'il n'arrive pas à écrire de fiction, et vous avez en tête ce mot, vous dites tout le temps, la fiction sauve, la réalité tue, mais pourtant, vous n'arrivez pas à être sauvé par la fiction, parce que la réalité a pris le pas sur la fiction, parce qu'on ne peut plus écrire de la fiction comme auparavant, parce que justement j'ai l'impression que là se joue quelque chose pour vous qui est votre littérature, votre style de littérature qui est une littérature du réel, qui est du roman, mais qui est toujours lié aussi au réel. Oui, il y a des romans que j'écris qui sont romans sans fiction. Non, sans fiction, non, sans fiction. Pas science-fiction. Pas science-fiction, sans fiction. Ça, c'est un exemple.
Mais je les écris parce que je croyais, et je crois encore, que c'était nécessaire pour eux. C'est-à-dire, normalement, c'est qu'on l'idée qu'on a dans le roman, c'est un roman avec fiction, non? C'est un roman. Mais je crus comprendre qu'il y a des romans où la fiction, c'est pas bon. C'est-à-dire, pour moi, écrire un roman, c'est formuler une question de la manière plus complexe possible. C'est ça écrire un roman. Et ne pas la répondre. Ou ne pas la répondre d'une manière claire, taxative et niveau. Ok. Et il y a des questions qui c'est mieux formulées sans fiction. C'est par exemple, Henrik Marko. Cet homme, j'ai l'intuition du commencement quand je me fais la question ou les questions qui sont au cœur de ce roman, c'est-à-dire pourquoi, les questions sont trois, pourquoi un homme ment sur les crimes plus atroces de l'histoire de l'humanité, pourquoi, pourquoi tout le monde a cru cette histoire, pourquoi il n'y a eu personne qui dit, mais cet homme, ce qu'il raconte n'est pas, et trois, pourquoi cette histoire me dérange, hein? Me dérange d'une façon personnelle, parce que ça a été pas seulement à moi, c'est à tous les pays en fait. Ok, et alors, à un moment, quand j'ai fait ces trois questions, j'ai pensé, j'ai eu une intuition, pas seulement moi, je pense par exemple à Mario Vargas Llosa, à Claudio Marques, qui ont écrit sur ces cartes, ils ont dit, c'est impossible d'écrire l'histoire de cet homme, parce que cet homme, ils ont dit, cet homme, s'il a menti sur ça, il a menti sur tout, probablement. Effectivement, quand j'ai commencé à faire l'enquête, j'ai découvert presque immédiatement qu'il était une mensonge ambulante. Il avait menti sur tout, absolument tout, mais pas à tout le monde, y compris sa femme et ses enfants, à tout le monde, un mensonge ambulant, une fiction ambulante. Et je me dis à moi-même, ça serait ridicule, écrire une fiction sur une autre fiction. Ça serait redondant, ça serait littéralement irrélevant. Ce que peut être intéressant, c'est organiser dans les livres un combat entre la fiction, les histoires qu'il avait inventées sur soi-même, et la vérité qu'il y avait derrière. Organiser ces combats. Et finalement, ça c'est le livre. C'est-à-dire, c'est un livre, c'est un roman sans fiction, mais en même temps plein de fiction, parce que je raconte les fictions que Marko avait inventées sur sa propre vie, etc. Alors mais ça ne veut pas dire que je méprise la fiction, tout au contraire. J'écris des romans sans fiction, avec fiction, et je suis en train d'écrire des romans avec fiction. Mais les romans a cette vertu, a beaucoup de vertus, mais la première vertu, c'est la liberté totale, qui nous a donné cet homme qui était incroyablement espagnol, qui s'appelait Miguel de Cervantes. Il nous a dit, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ça, c'est la révolution totale. Et si je crois que j'ai besoin d'écrire un roman sans fiction, allons-y. Mais vous dites aussi, et c'est pour ça que j'y reviens, qu'au début de l'imposteur, que vous essayez d'écrire, vous n'arrivez plus à écrire de fiction, après Anatomie d'un instant qui est donc un roman sans fiction, comme vous dites, et vous vous répétez cette phrase que la réalité tue, donc vous êtes malheureux, la fiction sauve, et pourtant vous ne pouvez pas. Et là je vois quelque chose qui est lié au fait, comme Maxime Decoux le dit très bien, que en fait l'enquête prend le dessus sur le roman au sens classique, romantique justement, du moi qui crée comme ça une fiction, qu'on ne peut plus écrire une fiction comme auparavant. Et que du coup vous êtes pris dans ce mouvement-là. Qu'est-ce que vous en pensez, Maxime? Oui, je pense que vous l'avez bien dit, à mon avis, il aurait été difficile d'ajouter une couche de fiction à toutes ces couches de fiction. Et là on a vraiment une dimension, une recherche, une enquête vraiment tendue sur le réel, pour faire la lumière sur les fictions et les différents niveaux d'imposture. J'ai quand même un homme qui a menti sur son passé pendant toute sa vie et qui a transformé. Ce qui est très intéressant, c'est la manière dont il a transformé ses fictions pour s'adapter aux différents contextes, pour s'en sortir à chaque fois et recréer un personnage. L'idée aussi, c'est que quand la littérature s'interroge sur l'imposture, c'est qu'elle regarde aussi comment l'imposture est un phénomène d'expansion de soi. On crée des fictions de soi, on n'est plus soi-même. Alors de manière aussi extrêmement
extrêmement dommageable et négative, mais dans beaucoup de fictions, là, justement, qui portent sur des impostures, les imposteurs fascinent les écrivains parce que ce sont aussi des personnes qui refusent d'être eux-mêmes, refusent d'être assignées dans une identité. Et ce que montre, me semble-t-il, la littérature quand elle se penche sur l'imposture, c'est que ce n'est pas toujours un phénomène négatif. Il y a aussi une sagesse de l'imposture, c'est aussi un phénomène positif, un phénomène d'agrandissement de soi, de refus du réel, et donc un phénomène extrêmement moteur, dynamique, dont on peut peut-être aussi s'inspirer, surtout dans une époque où justement on a ces imposteurs, mais dans une société quand même du complotisme, des fake news, de la paranoïa, une société quand même où l'imposture a quelque chose d'instrumentalisé, d'instrumentalisant, d'extrêmement intéressé. Et la littérature nous permet aussi d'envisager cette facette de l'imposture qui tend à disparaître. Absolument. C'est-à-dire, Don Quichotte, c'est un imposteur. Oui. Il ne s'appelle pas Don Quichotte. C'est quelqu'un qui refuse d'être lui-même. Don Quichotte, c'est un homme qui a presque 50 ans et qui s'appelle Alonso Quijano el Bueno, le bon, à son petit village, et qu'un jour, après toute sa vie en train de lire des livres d'aventure, d'épopées d'aventure, des héros et tout ça, il décide d'être un héros et invente un personnage qui s'appelle Don Quichotte de la Manche, c'est un grand héros, tout ça, mais c'est faux. Et il trompe tout le monde. Bon, trompe non, parce qu'il est fou. Hein? Vous dites très joliment, vous dites donc Marco est comme Don Quichotte, un grand menteur qui ne s'est pas résigné à la grisaille de la vie réelle, mais a inventé et vécu une vie héroïque fictive. Je suis d'accord avec moi-même. Non, c'est comme ça. C'est-à-dire, et Marco, c'est un peu la même chose. Le problème, c'est-à-dire, Marco fait la même chose. C'est un homme qui a été toute sa vie, et c'est Madame Bovary aussi, en certain sens. Marco a été toute sa vie fermé. Sa vie a été horrible. Sa mère était folle. Il est né dans un sanatorium. Il a perdu une guerre. Il était pauvre. Il a passé toute sa vie fermé dans un garage près de... Et quand il a 50 ans, comme Don Quichotte, il décide se réinventer comme un grand personnage, comme un héros et tout ça. C'est-à-dire, en fait, ça parle d'un thème essentiel de la littérature, et je crois que de la vie en général, c'est-à-dire de cette aspiration à vivre une vraie vie. C'est l'aspiration de Madame Bovary, elle aussi inspirée par la littérature, de vivre vraiment, non? On dit que ce qui définit Madame Bovary, Don Quichotte, c'est la confusion entre le réel et la fiction. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ce qui définit Madame Bovary et définit Don Quichotte, c'est qu'il veut vivre la fiction et devenir des héros et vivre les grandes aventures des livres. C'est pour ceux qui n'ont pas lu L'Imposteur. Alors, ce qui est passionnant, c'est que sur plus de 500 pages, Javier Cercas, vous parlez d'enquête, fait vraiment une enquête extrêmement rigoureuse, très poussée, très honnête, où il fait part de ses incertitudes, de ses hésitations, de peut-être le problème donc, que ça lui pose et que ça peut poser, d'écrire sur un imposteur pareil. Et au fond, c'est au bout d'un enfin de plusieurs années, d'un long moment, que vous trouvez quelque part une des clés d'interprétation dans effectivement Don Quichotte, et vous dites de manière très belle que Enric Marco est le romancier de lui-même. En fait, il est devenu un personnage de fiction lui-même. Ah, évidemment. Il est un romancier de lui-même, oui. Il s'est raconté, comme Don Quichotte, c'est un romancier de lui-même. Et comme en certains sens, nous tous sommes romanciers de nous-mêmes. Mais Marco et Don Quichotte, ce sont des romanciers extraordinaires. Ils ont inventé une vie extraordinaire. Mais nous racontons à nous-mêmes notre propre histoire. C'est-à-dire que ça nous ressemble. Mais ces racontes de notre histoire, c'est plus proche à la réalité que le raconte que Marco fait de soi-même, ou que Don Quichotte fait de soi-même. Il y a une énorme différence entre la réalité d'Alonso Quijano, le vrai Don Quichotte, et Don Quichotte, ou entre le vrai Enric Marco et l'Enric Marco héroïque qu'il a créé. Mais nous sommes tous des romanciers de nous-mêmes, parce que sans nous raconter notre propre histoire, nous ne pouvons pas nous comprendre. C'est impossible. Donc,